Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Il y a tout un tissu, tout un écosystème pour accompagner les jeunes startups. Le digital transforme complètement nos comportements. Et en termes de chiffres, Comment est-ce que se vit la relation client? travail à distance ne voulait pas dire absence de relation. Depuis un an, en fait, pas mal d'innovations. La réponse qu'on doit adresser à nos membres doit donc être dans la transversalité. Bonjour, bienvenue au Hub de la relation client. Alors aujourd'hui, nous recevons Éric Barbry, avocat au cabinet Alain Bensoussan Avocat, qui est directeur du pôle droit et numérique dans ce même cabinet. Il est aussi président de la commission juridique de l'ACSEL, l'association de l'économie numérique. Mais nous recevons aussi Florence Bailly-Monturi, qui est chargée des affaires réglementaires chez Prosodie Capgemini. Mais avant, je vous propose de regarder l'actualité en images. À l'occasion de ses 50 ans et pour rendre hommage à l'esprit entrepreneurial de son fondateur Serge Camp, Capgemini lance une compétition internationale de start-up, Innovator Race 50. Les 5 startups gagnantes remporteront 50 000 $ chacune et bénéficieront d'une visibilité mondiale et du soutien d'experts Capgemini. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour déposer votre dossier. La dernière édition du Club Odigo a permis à nos clients de découvrir la nouvelle console multicanal, l'intelligence artificielle et le chatbot dans le parcours client. Pour clôturer cette matinée, Sylvie Truong, responsable distribution multicanal de la Caisse d'épargne Alsace, est venue partager son expérience sur la mise en place du langage naturel. En février 2016, nous avions abordé les fintech avec Anne-Laure Naveos, en charge de la croissance externe et des partenariats au Crédit Mutuel Arkea. Cette année encore, Paris est devenu pendant 2 jours le centre de la finance digitale et de la fintech en Europe. Plus de 2000 participants, 200 dirigeants du monde entier, 130 fintech se sont donné rendez-vous au Palais Brognard pour le Paris Fintech Forum. Le talk revient le 16 mai prochain. De grandes marques se préparent à succéder à Humanis, Caisse d'épargne, Pôle emploi et Darty. Réservez dès à présent vos places. Et retrouvons maintenant Hervé et Mélanie en compagnie d'Éric Barbry et de Florence Bailly-Monturi. Bonjour Florence. Bonjour Hervé. Bonjour Éric. Bonjour Hervé. Alors aujourd'hui nous sommes ici pour parler de la loi de la République numérique, on l'appelle aussi la loi Le Maire. Est-ce que vous pourriez nous en dire quels sont les points essentiels de cette loi? Alors les points essentiels sont au nombre de 5. Une première partie sur l'open data. Une seconde partie sur ce qu'on appelle le droit des plateformes, c'est ces nouveaux environnements sur Internet de mise en relation de type C2C. Une partie sur informatique et liberté, une espèce de modification, ou en tous les cas des ajouts par rapport à la loi de 1978. Le droit à la dématérialisation, en tous les cas là encore des aspects nouveaux sur cette dématérialisation. Et puis l'accessibilité du numérique à l'ensemble de la population, en ce compris le monde du handicap. Je vois que vous êtes venu avec un livret, là j'imagine que c'est la loi qui se trouve là, donc 5 points, mais beaucoup de feuilles. Il y a combien d'articles dans cette loi? C'est vrai que pour un avocat comme moi qui est adepte du zéro papier, bon, je viens toujours avec mes lois rebouclées à l'ancienne, mais il y a 113 articles très exactement. 113 c'est beaucoup. On sait que chaque ministre, lorsqu'il passe dans un ministère, aime bien marquer de son empreinte. Est-ce que c'est pas justement Madame Le Maire qui se fait plaisir avec cette loi? Alors non, je ne pense pas qu'on se fasse plaisir avec une loi. Le travail parlementaire est toujours très compliqué. D'ailleurs, nous, on a participé à ce travail avec l'ACSEL, dont vous êtes membre, et on a fait un travail conséquent. Les parlementaires ont fait un travail conséquent, donc je ne pense pas qu'on se fasse plaisir avec une loi. En fait, ce qu'il faut regarder derrière une loi, c'est quel est son objectif, quelle est son ambition. Là, on est ce que moi j'ai appelé la loi du plus. C'est-à-dire qu'en fait, on veut essayer de déverrouiller un certain nombre d'éléments et rajouter quelque chose pour libérer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut libérer, qu'est-ce qu'on veut faire? Je vous l'ai dit sur les 5 thèmes, on veut l'open data. Pourquoi? Pour libérer les data, singulièrement les data publiques, pour pouvoir avoir de nouvelles offres de services, et singulièrement des offres de services dans le monde du numérique et des nouvelles applications mobiles. Vous avez le droit des plateformes, on veut libérer la confiance du consommateur, en se disant finalement les plateformes, c'est pas toujours très clair, leurs conditions générales, c'est pas toujours simple à comprendre, les avis, est-ce que c'est des vrais ou des faux avis, donc on libère le consommateur de ses craintes vis-à-vis de ces plateformes. Sur informatique et liberté, on va rajouter du plus le droit post-mortem, c'est-à-dire le droit de disposer de ses données après la mort, ou le droit des mineurs par exemple. Sur la dématérialisation, on va aller vers encore plus de dématérialisation. On veut pouvoir faire des convocations aux assemblées générales par exemple de copropriétaires par voie dématérialisée, on veut faire plus de lettres recommandées électroniques. Et sur l'accessibilité, bien évidemment, on veut que tout le monde puisse participer à finalement la révolution numérique, y compris les personnes qui sont en situation de handicap. Très bien. J'entends beaucoup le mot ouverture dans votre discours. Nous sommes dans une période d'élection présidentielle qui est à venir. J'ai
Chaque potentiel candidat évoque le numérique. Certains voyagent San Francisco ou autres pour montrer qu'ils sont très digital. La France est un pays qui a du mal à retrouver une croissance, donc beaucoup parient sur justement le numérique. Est-ce que cette loi ne va pas justement y mettre des freins ? Écoutez, moi je suis avocat, donc je suis un spectateur de la loi. Je pourrais vous le dire que finalement, quand on aura les premiers résultats de cette loi. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une loi qui est un pari. Le pari de déverrouiller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de contraintes ou un certain nombre de freins pour libérer d'autres énergies. Libérer les datas pour avoir plus de services. Services, par exemple, au bénéfice de la Smart City, par exemple. Libérer les datas pour plus d'usages nouveaux. Libérer les données personnelles ou les traiter mieux pour que, par exemple, les mineurs soient mieux traités et donc qu'ils puissent aller utiliser des services en ligne sans trop de contraintes et sans trop de risques de voir finalement ce qu'ils auront pu dire quand ils étaient mineurs ressortir sur eux quand ils seront majeurs. Donc voilà, c'est ça l'esprit de la loi. C'est une loi qui fait un pari et qui dit je vais déverrouiller les points sur lesquels il y a des points de blocage et ça devrait donc nécessairement libérer aussi des offres de services nouvelles dans l'environnement numérique. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi je ne suis qu'un spectateur du droit, donc est-ce que oui ou non cette loi sera gagnée ou perdue, on le saura dans les années à venir. Espérons qu'elle soit gagnée. Merci Eric pour ces explications. Avec plaisir. Florence, la loi concerne aussi les services d'accueil téléphonique, notamment l'article 105 qui vise à les rendre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors aujourd'hui on constate que les personnes sourdes ou malentendantes ont des difficultés pour accéder aux services d'accueil téléphonique des entreprises ou des administrations. Seules certaines entreprises ont mis en place leurs solutions propres afin de rendre accessibles ces services d'accueil. Mais qui est concerné ? Donc, cette obligation, elle concerne les services d'accès téléphonique des services publics d'une part, donc c'est les administrations. D'autre part, cette obligation concerne également les services après-vente des entreprises visées par la LME et la loi Châtel. Et enfin, il y a également une obligation pour les opérateurs de communication électronique, puisqu'ils vont devoir offrir un forfait spécifique afin de rendre accessibles ces services d'accueil téléphonique. Mais concrètement, ça va se passer comment ? Donc concrètement, une personne sourde ou malentendante, via un smartphone, un PC ou une tablette, à travers une interface texte ou visio en langage des signes, va pouvoir contacter le service client d'une administration ou d'une entreprise par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne qui va délivrer en fait le service de traduction simultanée. Et voilà, l'importance de cette loi également, c'est que c'est sans surcoût pour les utilisateurs, c'est-à-dire que forcément, ce seront les entreprises, les administrations, ainsi que les opérateurs de communication électronique qui devront financer cet accès. Donc les entreprises vont devoir se mettre aux normes et elles disposent de combien de temps pour le faire ? La loi prévoit une entrée en vigueur sous 2 ans pour les grandes entreprises et administrations et sous un délai de 5 ans pour les opérateurs de communication électronique, les entreprises et administrations de taille moyenne. Donc, il y a par ailleurs un décret qui est en cours d'élaboration et il faut savoir que Prosodie participe activement à un groupe de travail au sein de la Fédération française des télécoms dont elle est membre du conseil d'administration. Merci beaucoup Florence. Donc vous venez d'évoquer un instant, et là je me retourne vers Eric sur des délais. Est-ce que les entreprises aujourd'hui ont bien perçu ce qu'elles devaient en fait mettre en œuvre pendant, je sais pas quelle est la date butoir, et si vous aviez un conseil justement à leur donner, ce serait lequel ? Le conseil que j'ai à donner, comme tout juriste ou comme tout avocat, c'est de lire la loi. Et là, j'allais dire, au-delà de lire la loi, c'est lire la loi, lire les décrets évidemment qui vont intervenir, ce que vous disiez. Hein. Il y a des décrets, il y a aussi des ordonnances qui sont en préparation. Mais sur un point tout à fait particulier, qui est celui des données à caractère personnel, lire surtout le règlement européen sur les données à caractère personnel. Parce qu'il faut comprendre que dans cette loi, on a fait une certaine forme d'anticipation d'un règlement européen qui va bouleverser le droit des données à caractère personnel en Europe, qui comporte globalement 2/3 de plus de dispositions de ce que l'on connaît aujourd'hui dans la loi de 1978, beaucoup d'innovations, et on a fait dans cette loi quelques anticipations sur le droit post-mortem, sur le droit à la suppression des informations sur les mineurs quand ils deviennent majeurs, sur la portabilité des données. Et même si le texte effectivement à terme sera applicable le 25 mai 2018, il est clair qu'avec autant de nouvelles obligations, les entreprises doivent vraiment commencer à
s'intéresser au sujet. Donc il faut en parallèle, si vous voulez, s'intéresser à la loi pour une République numérique et regarder quelles sont les dispositions qui sont applicables immédiatement et les mettre en œuvre, mais aussi avoir plus de profondeur et se dire ce qui va nous arriver en mai 2018, c'est pas rien et il faut s'y mettre tout de suite. Très bien, donc super conseil. Hein. Je pense qu'on va pouvoir le divulguer, le faire passer à nos clients dans l'entreprise et s'assurer qu'ils aient bien perçu en fait ce qui se cache derrière cette loi. Écoutez, merci de nous avoir suivis à ce hub de la relation client et donc on vous dit à bientôt Mélanie. Pour le prochain hub. Merci, au revoir. Au revoir.